pareil, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, vos demandes d'éclaircissement euh, par le chat, hein. Alors, cette séance va porter sur le chapitre 6, le chapitre qui inaugure la deuxième partie de ce cours, qui porte sur ce qu'on appelle les coûts partiels. C'est-à-dire qu'on ne prend plus qu'une partie seulement des charges pour faire nos calculs. Et ce chapitre 6 porte, lui, sur le seuil de rentabilité. Dans les vidéos que je vous ai mis en ligne, vous m'avez entendu dire que c'était un véritable couteau suisse de la gestion, et c'est effectivement le cas. On va utiliser ces seuils de rentabilité et puis ce qui les accompagne pour répondre à peu près à toutes les questions que peut se poser un décideur, un partenaire de l'entreprise. C'est même bien au-delà du contrôle de gestion que l'on va retrouver l'usage de cet outil. Je dirais n'importe quel responsable de projet, de produit, d'un événement, d'une entreprise va se poser tout de suite la question: combien il faut que je vende de produits pour couvrir mes charges? Combien il faut que je vende de produits pour espérer, à un moment ou un autre, faire un peu de bénéfice? On peut le traduire par un montant en euros, par un nombre de produits, par plein d'autres choses, hein, si vous avez regardé les vidéos. Mais ça, par exemple, un créateur d'entreprise, c'est sans doute une des premières choses qu'on va lui demander pour se rendre compte si son sujet est un peu sérieux, s'il s'est un peu penché sur le problème ou pas. Alors pour pouvoir aborder ceci, eh bien, je vais utiliser cette petite étude de cas que j'ai montée, portant sur le Youner, que vous avez pu récupérer sur Moodle. Alors, il faudra parier que le Youner, vous avez déjà une petite connaissance sur ce produit. C'est un très vieil engin de glisse qui était utilisé dans un village à côté d'Annecy qui s'appelle le village de Manigot. À l'époque, c'était en bois, c'est une sorte de luge avec un patin. Et la légende veut que les enfants de Manigot, à l'époque où il y avait beaucoup de neige, eh bien, utilisaient l'ancêtre de ce Youner, qu'on appelait le paret, pour se rendre à l'école en glissant sur les champs de neige. L'entreprise TSL, qui en fait, est juste à côté de l'IAE, qui fabrique entre autres des raquettes à neige et puis tout le matériel qui va avec, a repris à son compte cet objet de glisse, cet engin de glisse, pour le mettre au goût du jour, le fabriquer maintenant avec des matières plastiques, et l'a baptisé Youner. Alors, dans mon petite étude de cas, je me suis mis un peu à votre place. Vous êtes dans un train, vous allez sur Paris. Vous compulsez tranquillement des magazines de ski, et puis vous tombez sur cet engin de glisse en vous disant: eh bien, il y a peut-être quelque chose à faire. On pourrait peut-être créer notre entreprise pour pouvoir vendre ce produit, qui connaît un beau succès, parce qu'au début, c'était un produit plutôt assez localisé sur la chaîne des Aravis, la Clusaz, etc. Manigot, bien sûr. Et puis aujourd'hui, eh bien, à peu près tous les pays alpins commercialisent ce produit. Vous avez un championnat de France, par exemple, qui a été créé. Et c'est un produit particulièrement ludique, parce que l'apprentissage se fait très très vite. Bref, je ne vais pas non plus faire l'apologie du Youner. Vous trouverez d'ailleurs une petite vidéo, hein, si vous ne l'avez pas déjà regardée, sur les championnats de France il y a 2 ou 3 ans, il me semble, sur le Youner. Dans notre idée, eh bien, vous allez prendre quelques instants pour regarder ce qui est faisable, vous lancer dans cette aventure en créant votre petite entreprise. Et là, eh bien, vous avez un certain nombre d'éléments indispensables pour pouvoir monter vos Youner. Vous estimez que vous pouvez, a priori, la première année, en vendre 800. Vous avez fait rapidement votre étude de marché. Vous avez fait le tour de tout ce qui doit rentrer dans la fabrication de vos Youner pour la saison qui arrive, les pièces détachées, etc. La prévision des ventes par grand trimestre, j'y reviendrai quand on sera dessus.
Et donc, un certain nombre de questions vont se poser très vite. La première, eh bien, c'est aller calculer le seuil de rentabilité après avoir classé les charges. C'est une petite différence entre les différentes familles de charges. Essayez de regarder à peu près quand vous atteignez votre seuil de rentabilité. Ce qui ici est important parce que vous vous doutez bien qu'on a plutôt une forte saisonnalité des ventes. Le tableau des prévisions de vente nous le montre, mais simplement parce que vous êtes face à une activité où le produit est acheté pour être utilisé en hiver, c'est certain que vous ne vendez pas les mêmes quantités chaque semaine de l'année. Et puis, un petit calcul du levier opérationnel, là on y reviendra également quand on abordera la question 4. Et puis, une petite poursuite de l'aventure pour l'hiver prochain, mais j'y reviendrai. Voilà, donc la première chose que l'on va faire, je vais quitter la présentation de l'énoncé, c'est me rapprocher du tri des charges de Uner. Donc pour ceci, moi je me suis préparé un petit tableau. Vous retrouvez toutes les charges qui étaient dans l'énoncé. Et on va essayer de faire un tri entre ce qui est charge variable et charge fixe. Alors, charge variable, charge fixe, peut-être déjà un petit rappel là-dessus. On reprend toujours les charges de contrôle de gestion. C'est bien sûr toujours les mêmes. Mais ce qu'il faut voir là, c'est que vous allez pouvoir regarder ce domaine des charges. Je vous fais un petit bout de schéma en même temps. En sortant, pour ce chapitre 6, en tout cas, de ce qui est nos classifications classiques. Ce qu'on a vu par le passé, dans le chapitre précédent, c'est que l'on avait des charges directes et que l'on avait des charges indirectes. Ça ne marche pas comme je ce truc. Eh bien, la nouvelle distinction porte toujours sur les mêmes charges, mais où d'un côté, on fait apparaître des charges variables, et de l'autre côté, des charges fixes. Ce qui fait que dans notre classification, vous avez des charges directes qui peuvent être des charges variables, des charges directes qui peuvent être des charges fixes. Exemple, ce qui nous servira beaucoup pour le chapitre suivant, une charge directe qui serait également une charge variable, c'est par exemple la matière première que j'utilise pour fabriquer ce modèle de stylo. Plus je vais fabriquer de stylos, plus a priori je vais consommer de matière première. C'est une charge variable. Mais cette même matière première ne concerne que ce stylo. C'est aussi une charge directe. On dira là, j'ai une charge variable directe. Je peux aussi avoir une charge directe qui est une charge fixe. Une charge fixe, c'est une charge dont le montant ne change pas quand, par exemple, votre niveau d'activité, le nombre de produits fabriqués augmente. Par exemple type, vous avez une machine qui ne fabrique que ce type de stylo. La machine, son amortissement correspond à une charge fixe. Elle ne fabrique que ce stylo, c'est donc aussi une charge directe. On est là face à une charge fixe directe. Deuxième famille, les charges indirectes. Eh bien, vous pouvez avoir de la charge variable indirecte, comme vous pouvez avoir de la charge fixe indirecte. Là aussi, ça marche pour cette double distinction. Alors, une charge variable indirecte, cette fois-ci,
Je vais par exemple utiliser de l'électricité pour fabriquer mes produits. Mais vous voyez, je fabrique deux sortes de produits. Donc je reçois une facture électrique. J'ai utilisé l'électricité dans mes ateliers pour fabriquer mes deux types de stylos. J'ai bien une charge que je vais dire pour l'instant variable. Plus je vais fabriquer de modèles de stylos, quels qu'ils soient, plus je vais consommer d'électricité. Mais comme ça, c'est quelque chose qui pour l'instant est indistinct, j'utilise pour les deux types de produits mon électricité, j'aurais tendance à dire, dans cette situation précise, je suis face à une charge variable, indirecte. Comme je peux avoir une charge fixe indirecte, j'ai un chef d'atelier qui supervise la fabrication de ces deux produits. Le chef d'atelier, son salaire est une charge fixe. Ça ne va pas changer grand-chose si je fabrique plus de produits dans l'atelier pour son salaire. Par contre, là de nouveau, je suis face à une charge qui est indirecte parce que je ne sais pas forcément, sans réfléchir, sans faire de calcul préalable, quel est le montant de salaire du chef d'atelier que je vais mettre sur ce type de stylo et quel est le montant que je vais mettre sur celui-ci. Voilà. Donc pour l'instant, pour notre chapitre 6, nous on est sur cette distinction charge variable, charge fixe. Je vais effacer mes gribouillons. Ces charges variables, ces charges fixes, eh bien, quand on les représente, donc lorsqu'on donne par exemple une représentation graphique, elles sont assez caractéristiques. Ici, par exemple, je vous fais une représentation d'une charge variable. Par exemple, en fonction du nombre de produits fabriqués en abscisse, et je vous mets des euros en ordonnée. Eh bien, là aussi, vous vous rappelez, parce qu'on a pu le voir dans nos vidéos, la charge variable, typiquement, a cet aspect-là. Quand je ne fabrique rien, je n'ai pas de charge. Si je ne fabrique pas de stylo, je ne consomme pas de plastique. Et puis, au fur et à mesure que j'augmente le nombre de produits fabriqués, ma consommation de plastique augmente. Si j'ai besoin de 20 centimes de plastique pour un stylo, eh bien, si je fabrique 2 stylos, j'ai besoin de 2 fois 20 centimes. Si je fabrique 10 stylos, j'ai besoin de 10 fois 20 centimes. On est face à quelque chose qui est très linéaire comme représentation. On est face à une représentation du type Y égale A fois X. Et le représenter de manière linéaire nous va très bien. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, par contre, il est certain que vous avez quelque chose qui, dans la réalité, va plutôt ne pas être tout à fait une droite, va plutôt ressembler à ce que j'essaie de vous dessiner actuellement. C'est que plus les quantités de matières premières consommées seront importantes, plus a priori, vous avez une possibilité de négocier les prix à la baisse de cette matière première. Donc, pas tout à fait une droite. Pour nos calculs, ne pas prendre une droite, ça ne nous arrange pas vraiment. Et en termes de résultats, droite ou pas droite, ça ne change rien. La charge fixe, elle, je peux la représenter de cette manière-là. Elle est bien pratique d'ailleurs, la charge fixe. La charge fixe, pareil, c'est une droite. Je garde le même type d'échelle en abscisse et en ordonnée. Mais la charge fixe, eh bien, par définition, elle est fixe. Elle ne change pas quand le nombre de produits augmente. Donc, sa représentation graphique, c'est une droite parallèle aux abscisses. Et si je dois donner une équation, ça sera quelque chose du type Y égale petit b, une constante.
Alors ça, c'est pas tout à fait non plus une version définitive. Vous avez vu que si vraiment j'augmente beaucoup ma production, il va sans doute falloir que je rajoute des équipements, une capacité supplémentaire pour faire face. Donc c'est là où vous avez vu qu'on avait plutôt quelque chose qui ressemble à un escalier. Bon, maintenant pour revenir à ce qui nous intéresse, les différents éléments, eh bien la question qu'il faut, oui, j'ai une question, excusez-moi. Non, je ne peux pas, je suis sur un PC qui est en train de mourir en direct et la ventilation, je ne peux rien y faire. Je suis désolé. J'attends qu'on me livre un nouveau PC qu'on m'a promis et que je n'ai pas encore vu. Mais là, je suis vraiment désolé, je ne peux pas faire autrement. Mais j'aimerais bien. Alors, je reviens sur les charges pour fabriquer nos Yuner. Je vous ai mis ici toutes celles que vous avez rencontrées. Le truc pour en faire une distinction simple, c'est de se poser la question, si je fabrique un Yuner en plus ou un Yuner en moins, est-ce qu'il y a des chances que la charge que je suis en train d'étudier ait son montant qui change? Si la réponse est oui, c'est de la charge variable. Si la réponse est non, eh bien c'est certainement une charge fixe. Alors, je vais partir sur ma petite litanie, ma petite liste que j'ai ici. Premier élément sur lequel je vais réfléchir, l'achat de skis. Les fameuses petites patinettes que vous avez sous le Yuner. Là, vous allez me dire, bah oui, effectivement, si je fabrique un Yuner en plus, je vais utiliser un ski en plus. Si je fabrique 10 Yuner en plus, je vais utiliser 10 skis en plus. On est là, typiquement, avec une charge variable. Donc, je vais mettre dans ma colonne CV. Les amortisseurs. Sous la selle du Yuner, vous avez un petit amortisseur pour ne pas trop s'exploser le dos. La réponse est la même. Plus vous fabriquez de Yuner, plus vous allez utiliser d'amortisseurs. Charge variable également. Toutes les pièces métalliques, les éléments de fixation, etc. C'est exactement la même chose. Plus vous fabriquez de Yuner, plus vous allez utiliser de la visserie, des fixations, etc. Je mets les 4000 de ces pièces métalliques en charge variable. Les sièges en plastique. Un siège par Yuner. Un peu plus de Yuner. Un peu plus de sièges. Les 3000 de sièges, également charge variable. Emballage de protection et de distribution. C'est pareil, c'est une charge variable. Plus je fabrique de Yuner, plus il me faut d'emballage pour les protéger. Les 3000 rejoignent mon total des charges variables. Tout ce qui est commission, frais de distribution, tous les intermédiaires qu'on va rémunérer. Bon, voilà, typiquement, on est aussi face à des commissionnements qui sont fonction du nombre de Yuner fabriqués. Si tous mes intermédiaires vendent plus de Yuner, je leur verserai des commissions qui sont proportionnelles au nombre de produits vendus. Les 8000 rejoignent les charges variables. Et puis après, on va arriver sur quelques catégories, je pense que vous n'avez peut-être pas bien rencontré encore. Vous avez une catégorie qu'on appelle les VRP. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un VRP? Vous avez déjà rencontré ce terme? J'ai une réponse en direct. Commercial, c'est un métier du domaine des commerciaux. Mais c'est un métier un peu particulier. Le terme VRP, représentant de commerce, on y est plus. En fait, VRP est une abréviation pour vendeur, représentant, placier. Un bien vieux métier.
Des vendeurs représentants placiers, vous en avez deux familles. Vous avez le vendeur représentant placier que l'on va dire exclusif. C'est un vendeur très souvent qui va travailler là dans le cadre exclusif pour une seule entreprise. Donc il propose vos produits à des magasins, à des clients, etc. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle le multicarte. Cette fois-ci, vous êtes très souvent face à un VRP qui est indépendant, qui fait monter son propre catalogue et qui propose les produits de plusieurs entreprises différentes. Par exemple, je proposerai des produits Salomon, des produits Rossignol, K2, ZAG, etc. aux différents clients. Alors, le côté exclusif ou multicarte peut se faire soit de manière indépendante, soit de manière salariée. Il est évident que moins les produits sont connus, plus on est exclusif, plus on ira chercher une rémunération fixe, on demandera un salaire. Au contraire, plus on est face à des produits connus, plus on est en train de représenter plusieurs produits d'entreprise, plusieurs entreprises, pardon, plus on aura tendance à vouloir être commissionné à la vente. Parce qu'on espère vendre beaucoup sur des produits qui sont plutôt très demandés. Ici, le VRP, c'est un VRP que je vous ai mis avec un petit élément à côté, salaire, parce que là, mais ceux qui ont peut-être voulu faire à côté ne pouvaient pas le savoir. Je le mets en charge fixe. Là, je l'ai mis comme étant quelqu'un qui va avoir un salaire fixe versé par l'entreprise. Mais ça, c'est un complément que je vous donne à côté. Deuxième catégorie qui peut poser quelquefois des questions, parce que je ne suis pas sûr que vous l'ayez vu en compta, ce terme. Effectivement, on me demande, est-ce que le VRP commissionné sera en charge variable? Tout à fait, puisque la commission va dépendre de ce qu'il va être capable de verser, de vendre comme produit au client. Alors, c'est le terme de charge externe. Je ne sais pas si vous l'avez vu en comptabilité, celui-ci. Charge externe, alors le terme externe veut dire que c'est a priori quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, ce sont des prestations, très souvent de services, que l'on va utiliser. Donc, effectivement, des prestations comme par exemple, ça peut être des frais de restaurant, ça peut être l'avocat de l'entreprise pour ses honoraires, le cabinet d'expertise comptable. Ça peut être des frais de location de véhicules. Ça peut être des frais de déplacement, comme par exemple des billets d'avion. Ça peut être des frais d'hôtellerie. 3 petits points. C'est souvent beaucoup du service, pas seulement. Ça peut être aussi de la sous-traitance de production. La plupart du temps, vous le comprenez que là, je suis face à des éléments qui sont des éléments que j'ai pu plus ou moins prévoir à l'avance. Alors ça peut se discuter. Je vais réduire un peu tout ça pour que mon tableau ne soit pas trop déformé. Je vous prestations de l'extérieur. Très souvent, c'est des éléments qui sont négociés à l'avance. Donc, par exemple, les honoraires de l'expert comptable ne vont pas dépendre de la vente d'un user en plus ou d'un user en moins. Vos frais d'avocat, vous avez généralement un forfait annuel. Ça ne va pas vraiment
le nombre de uners vendus ne va pas forcément l'influencer. Mais là, oui, je mets des guillemets en disant pas forcément, parce que vous trouverez toujours, et quelquefois elles peuvent être nombreuses, des exceptions. Ce domaine est assez compliqué pour distinguer la charge variable de la charge fixe. Donc, moi, je vous mets la totalité de la charge externe en charge variable, mais je ne suis pas très à l'aise là-dessus, parce qu'il y en a sans doute une partie qui va être fixe, pour ce qui est comptable, une partie qui va être variable, les billets d'avion, les hébergements, etc. Ben, du business en plus fait qu'on va augmenter ces dépenses-là. Donc, compliqué. Et généralement, c'est là où on me demande Alors, loyer, assurance, semi-variable, je vais répondre oui, non. Si vous louez un point de vente à l'année, par exemple, vous avez un showroom, vous présentez vos produits. Le loyer est connu sur l'année et ne change pas. Vous vendez un uner en plus, un uner en moins, ça ne changera pas le loyer de votre point de vente. Assurance, par exemple, une assurance incendie, ça ne va pas changer si vous avez un uner de plus ou un uner de moins vendu. Donc, certaines charges externes sont fixes. D'autres vont être variables. Par exemple, des frais de transport pour livrer vos produits. Vous avez décidé de faire de la vente à distance de vos uners, parce que la période est un peu compliquée. Bah, plus vous allez vendre de uners, plus les frais de livraison vont augmenter. Et vous passez par un transporteur. Donc le transporteur, à chaque fois, vous facture le uner vendu et livré au client. Donc, en fait, la charge externe, il faut vraiment arriver à la disséquer et aller les voir. Et c'est là où on a les catégories en fait, les plus ennuyeuses à analyser. Mais ça, vous l'avez peut-être vu hein, au hasard des QCM. C'est souvent ennuyeux. Donc, la représentation graphique, dès qu'on a un peu d'historique de consommation, nous permet de mettre ça à plat. Et je veux dire, on n'est pas hyper à l'aise, alors que c'est souvent assez important pour la suite des événements. Je change de catégorie, les honoraires de design, d'ingénierie pour votre uner. Là, vous êtes passé par un designer, il a mis au point donc l'aspect à votre tuner. Ça, vous avez passé commande. Typiquement, c'est quelque chose qui a été réglé et que vous vendiez un uner en plus ou pas. Les honoraires que vous avez payés pour le cabinet qui a créé votre design ne va pas changer. Les achats non stockés. Alors ça encore, c'est une catégorie que vous connaissez peut-être pas. Les achats non stockés, c'est tout ce qui a priori va être utile pour le fonctionnement de votre entreprise, votre production, mais qui sont de nature non stockable ou difficilement stockable. Donc un grand classique, c'est par exemple l'eau que vous utiliserez si vous êtes une entreprise qui fabriquait des produits agroalimentaires. Ça peut être très souvent l'électricité. Vous êtes une entreprise de fabrication, votre consommation électrique globalement va suivre la quantité fabriquée. Mais c'est rare que vous la stockiez, cette électricité. C'est en train d'arriver, mais c'est pas encore ça. Ça peut être aussi plus largement des fluides, notamment vous avez par exemple de l'énergie calorifique qui est utilisée pour chauffer certains produits que vous fabriquez, etc. Que des éléments, vous voyez, qui sont très très peu stockables par nature. Ici, ce qu'on rencontre pour 680, on les mettrait plutôt en charge variable. Parce que ça m'arrange. Hein. Il faudrait, comme vous l'avez vu, quelquefois l'électricité, il y a toujours une petite partie fixe dans l'électricité. Mais à partir du moment où on est sur de la production, dites-vous que l'électricité, vous pouvez peut-être vous la mettre dans les charges variables sans trop de difficultés.
Ensuite, abonnement à des revues techniques. Est-ce que si je vends un Youner de plus, le tarif de l'abonnement des magazines professionnels que je lis va augmenter? Vous risquez de bien me dire non. Effectivement, les 200 € d'abonnement, je vais les mettre dans les charges fixes. Le loyer annuel de mon entreprise, pareil, c'est quelque chose qui ne va pas changer parce que je fabrique un peu plus de produits. Mais je dis bien un peu plus. Je suis sur 10 000 de charges fixes. Mes charges de personnel. Alors si je suis face à un personnel qui est avec un contrat de travail, etc., je peux, sans trop de problèmes, considérer ça comme une charge fixe. Si je fabrique 3, 4, 5 Youner de moins que d'habitude, c'est pas ce qui va remettre en cause les charges de personnel. Après, ça se discute. Si on a une plus forte baisse ou augmentation. Oui. Alors, on me pose la question, différence entre un personnel et un VRP, puisqu'on considère comme un salarié. Alors, le VRP qui serait salarié, normalement, je le mets dans les charges de personnel. Mais j'avoue, très vicieusement, c'est que je vous ai fait apparaître le VRP un peu à part pour pouvoir vous en parler un tout petit peu en me disant c'est des termes qu'il faut peut-être que vous appreniez tout doucement à connaître. Voilà, c'est le côté un peu vicieux du prof. Mais normalement, je devrais le mettre dans ma charge de personnel, puisque je le considère comme salarié. Et puis enfin, les deux dernières catégories. La dotation aux amortissements. Là, vous jouez sur du velours. Quand vous voyez le terme dotation aux amortissements, les yeux fermés, vous le mettez dans les charges fixes. Ah oui. Ah, on me pose une question. Pouvez-vous expliquer pourquoi les achats non stockés sont des charges variables et non fixes? Je peux, Alexia. Alors là, je me mets bien dans le cas de Youner. Youner est une entreprise qui fabrique. Donc, il y a des équipements. Et je prends l'exemple d'un achat non stocké, par exemple, l'électricité. Eh bien, si Youner fabrique des produits, on peut penser que la facture d'électricité va suivre l'augmentation du nombre de produits fabriqués. Si je fabrique un peu plus de produits, je vais sans doute consommer un peu plus d'électricité. Néanmoins, on peut effectivement dire que ça marche pour une entreprise qui fait de la production, qui est surtout tournée vers la production. Si vous commencez à avoir une activité de bureau qui est une activité conséquente, eh bien une partie de l'électricité ne va pas suivre l'augmentation du nombre de produits que vous avez en plus. Simplement parce que dans les bureaux, c'est pas parce que vous fabriquez 10 ou 100 Youner de plus qu'a priori vous allez consommer plus d'électricité. L'éclairage du bureau, de la direction, va rester la même durant les heures d'ouverture des bureaux. Ce qui est consommé pour les ordinateurs, à peu près pareil, etc. Donc l'électricité, c'est une des pires charges que vous rencontrez. Et alors, je ne voulais pas trop vous en parler pour pas que trop vous perdre, mais puisqu'on a décidé qu'on y allait, on y va. On est là pour ça. Je fais un peu de place. Et je vais vous parler donc de l'électricité. On en revient là-dessus. Mais je comprends que vous me posiez la question. Donc, bêtise. Donc, l'électricité. L'électricité, je dirais globalement,
on peut dire que c'est une charge qui peut être une charge souvent semi-variable, mais ça peut aller jusqu'à être considéré comme une charge fixe. Je m'explique. Semi-variable, eh bien, simplement parce que si vous la représentez un peu graphiquement, cette charge d'électricité, eh bien, lorsque vous produisez, effectivement, vous consommez de plus en plus d'électricité, mais il y a fort à parier que vous ayez un compteur qui soit loué. Donc son aspect risque plutôt d'être celui que je viens de vous tracer ici. Vous êtes avec votre entreprise qui est durant le mois de vacances, on ne fabrique rien, et néanmoins, vous allez avoir un peu de facturation. C'est simplement les locations de compteurs, par exemple les abonnements. Donc, dans une entreprise, par exemple une usine, vous aurez tendance à dire on a quelque chose qui a une équation du type AX plus B. Bien sûr, le B, la partie fixe, souvent est extrêmement marginale. C'est ce qui fait que pour nos calculs, très souvent on se dit allez, variable tout court, c'est peut-être pas si mal. Et on évite de se faire quelque chose de trop lourd à gérer en termes de calcul. Autre situation, une entreprise qui ne fabrique pas. Par exemple, imaginez vous avez une petite supérette. On consomme de l'électricité dans une supérette. Mais si je vous représente la consommation électrique de la supérette, eh bien ça risque de ressembler plutôt à ça. Votre supermarché, je vous remets un petit bout de graphique, votre supermarché, sa consommation risque plutôt d'être comme ça. Quelque chose qui ressemble beaucoup à une charge fixe. Pourquoi? Simplement parce que l'activité de votre supermarché, c'est par exemple lié à la fréquentation par la clientèle du local. Bon, votre supermarché ouvre à 9h30 par exemple le matin. Les clients arrivent. Est-ce qu'un client de plus ou un client de moins vous fera consommer plus d'électricité? J'aurais tendance à dire pas vraiment. Vous n'allez pas éclairer votre supermarché en fonction du nombre de clients. Dire ah tiens, aujourd'hui j'ai 20 clients, allez, j'éteins les néons. Ah j'en ai 40, je rallume la lumière. Non, la lumière dans les locaux est là, quel que soit le nombre de clients. Vous avez tout ce qui est frigo, congélateur, etc. Là, ce n'est pas le nombre de clients qui va vraiment faire changer la consommation électrique. C'est plutôt la température, extérieure ou pas. Donc, dans une entreprise typiquement genre commerce, on aurait plutôt tendance à la considérer comme fixe. Et alors oui, Arouf me dit, quand les clients passent la porte et que la porte s'ouvre, ça consomme. Ouais, c'est sûr. Mais est-ce que par rapport à tout ce qui peut être installation de néon d'un supermarché, la porte qui s'ouvre électriquement représente une grosse consommation? Donc après, on a une droite, ou quasiment une droite, qui va être à considérer comme fixe. Mais je dis là, il faut vraiment après aller l'étudier. Ouais, c'est très marginal la consommation supplémentaire engendrée par le nombre de clients supplémentaires. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, je fais gaffe de ne pas trop m'embêter et je vais pour un supermarché, je dirais, c'est du fixe. Je ne vais pas chercher les problèmes. Après, on peut aller étudier de manière très fine, notamment lorsque vous faites des prévisions. Effectivement, vous auriez cette tendance-là. Donc, voilà pour l'électricité. Mais les charges externes, c'est vraiment étudié. Et puis enfin, j'ai une dernière catégorie, la publicité. La publicité, c'est un peu le dernier vrai problème. Et ça, pour le coup, c'est un vrai problème. Alors, j'aurais tendance, en tout cas pour cette année, à vous dire, j'ai deux types de publicité que je vais rencontrer.
j'ai une première forme de publicité. C'est par exemple la publicité pour un produit. Je fais de la publicité pour, je sais pas, une marque de barres de céréales chocolatées. C'est bientôt l'heure de la pause. Imaginez, je vous fais passer sous les yeux, avec des pubs de télé, pubs internet, etc., cette belle barre chocolatée. J'imagine que là, ça y est, vous commencez déjà à saliver, vous n'en pouvez plus. Vous allez aller acheter des barres, en plus peut-être de cette marque, parce que vous avez faim. Là, on peut donc dire qu'a priori, il y a un lien fort entre la vente du produit et la dépense publicitaire. Plus je vais faire passer partout des pubs, plus je vais sans doute permettre d'augmenter le nombre de produits vendus. Contrairement à ce qu'on a pu voir déjà, j'aurais tendance à dire ici que mes ventes, eh bien, sont fonction de ma dépense publicitaire. Alors, c'est que partiellement vrai, parce que la publicité, c'est pas quelque chose de linéaire. Bref. Ce que j'aimerais qu'on considère, c'est que cette année, en tout cas, quand on rend compte de la publicité pour un produit, eh bien, dire, je considère que cette publicité réagit comme une charge variable. Mais qu'on soit bien d'accord, c'est pas aussi simple que ça. Parce que si je voulais vous la représenter graphiquement, cette publicité, il y a de fortes chances que la publicité d'un produit, eh bien, la courbe, elle soit plutôt comme ça. Au début, alors en abscisse, hein, je me mets des dépenses de pub, en ordonnée mes ventes. Au début, personne ne connaît mon produit, je fais un peu de pub, ça marche super bien. Je vous fais passer ici sous les yeux mon produit, etc. Ah, super, jamais vu, il faut que j'essaye absolument. La pente, vous voyez, bien droite. Puis peu à peu, je vais devoir augmenter de plus en plus mon budget de pub, mais c'est de moins en moins efficace. Les gens ont déjà essayé, le produit est bien connu, jusqu'au moment même où la pub est quasiment plus efficace du tout. Pour aller chercher un ultime consommateur, eh bien, comme je passe par tous les canaux possibles, eh bien, ça me coûte de plus en plus cher. Jusqu'au moment où c'est peut-être même contre-productif. Trop de pub, eh bien, le client, il ne peut plus la voir. Moi, c'est la pub Darty. Quand j'entends la musique de la pub Darty, je tourne la tête, je ne peux plus voir ça. La petite voiture rouge, bleue et jaune, là, je n'en peux plus. Et quelquefois, vous saoulez les consommateurs tellement vous avez votre pub, votre jingle, etc. Bon, vous voyez, moi j'aurais tendance à dire, il faut faire hyper gaffe. Et la partie de la pub qui va moi m'intéresser, parce que c'est la plus simple, c'est la petite partie qui est là. En disant là, on a quelque chose qui est strictement, a priori, une proportionnalité. Mais le reste, pareil, c'est quelque chose qui nous embête. Voilà, pour la publicité pour un produit. Deuxième type de publicité, que alors là on n'a pas pour Youner, mais qu'on pourrait rencontrer, c'est la publicité de notoriété. Publicité de notoriété, je ne fais pas la publicité pour un produit en particulier. Je fais une publicité beaucoup plus vaste pour pouvoir simplement dire notre entreprise existe. Typiquement, vous supportez un événement sportif, une équipe, etc. Là, on est en plein dans le Vendée Globe. Bah, vous sponsorisez un skipper pour plusieurs années. Vous sponsorisez un club de foot. Ce qui fait que vous avez sur votre maillot, sur le maillot du club, vos pubs. Bon, bah là, je pense que vous serez assez vite d'accord. Si vous suivez pendant plusieurs années
en l'aidant une équipe sportive, ça veut dire que vous avez mis en place des budgets pour ces différentes années. Vous avez dit par exemple, la première année, je leur donnerai 200 000 euros. L'année suivante, 200 000 aussi. Le montant de cette publicité de notoriété, elle va demeurer fixe. Elle va peut-être aider à vendre un peu mieux vos produits, en tout cas à faire en sorte qu'on se rappelle de vous. Je crois que vous avez un cours de marketing derrière, hein, donc si vous êtes sur de l'interview de consommateurs, vous aurez peut-être une réponse spontanée en disant si je parle de telle marque de boîte de conserve, de ceci ou de cela, c'est peut-être votre marque qui viendra en premier parce que très présente dans les équipes. Ah, j'ai une question. Ouais, alors quand vous faites une pub générale, là, ça arrive. Alors, j'ai deux questions qui se percutent à la fois. Donc, je vais répondre à mes deux questions. La première, quand on fait un grand panneau de pub Jiffy. Alors, là même, il faut aller plus loin dans le détail. Est-ce que c'est un panneau où c'est uniquement le terme Jiffy qui est indiqué, ou est-ce que vous avez une pub Jiffy en expliquant que sur certains types de produits, il y a des super promos, etc. Et déjà, vous voyez, ça va changer un tout petit peu la donne. C'est pour ça que je vous parlais moi plutôt de l'équipe qu'on sponsorise parce que c'est quelque part beaucoup plus facile. Si vous faites une pub générale Jiffy, vous êtes plutôt sur de la notoriété. Donc ça sera plutôt un budget publicitaire qui a été très bien budgétisé. On va dire voilà, on en met pour tant de milliers ou de millions d'euros par an. Ça va avoir un impact sur les ventes, je suis d'accord. Mais le montant a été fixé à l'avance. La publicité sur un produit, la fonction est inversée, hein, c'est ce que je vous mettais, c'est que les ventes dépendent beaucoup du budget pub mis en place, mais on va se faciliter la vie en disant, quand je vais augmenter mon budget de pub, le nombre de produits concernés vendus devrait augmenter et, j'espère, augmenter proportionnellement. Donc c'est de la charge variable. Voilà, c'est pour ça que je vous mettais ici cette distinction dans un premier temps. Publicité sur un produit, je vais me la considérer pour nous charge variable, mais c'est tout sauf aussi simple. Et quand c'est une publicité de notoriété, je vais la considérer, mais c'est pas aussi simple, comme étant une charge fixe. Mais c'est pas aussi simple que ça, hein, qu'on soit bien d'accord. Et chaque fois, on sera face à des cas particuliers à analyser. Parce que vous voyez tout ce que je veux dire, hein, vous avez sur l'équipe de foot nationale des sponsors, vous gagnez la Coupe du Monde, on peut penser que ça aura un impact sur vos ventes. C'est sûr. Donc là, à prendre avec énormément de recul, hein, la publicité. Ici, dans notre exemple, une heure. Publicité sur le produit, on n'a qu'un seul produit, ça tombe bien, je le classe dans les charges variables. Mais je ne suis pas à l'aise quand je vous dis ça. Je fais très attention. Vous l'avez sans doute compris. Voilà pour le classement de nos petites charges. Une fois que vous avez fait ceci, vous avez les totaux qui apparaissent. Total des charges variables, total des charges fixes. Donc après, j'ai effectivement quelqu'un qui s'inquiète. Si dans un examen, vous mettez juste pub, alors je mettrai soit publicité produit ou publicité notoriété. Je ne mettrai pas publicité tout court, parce que dans ce cas-là, vous ne pouvez pas répondre. Sauf si c'est un QCM avec plusieurs réponses possibles. Là, effectivement, il faudrait cocher charge variable, charge fixe. Mais pub tout seul, enfin, publicité tout seul, c'est trop vague. Donc, on a nos totales charges variables, on a le total de nos charges fixes.
Et c'est là, en fait, le cœur de la réflexion. La charge variable n'existe que si je produis et distribue mes produits. Si je ne fabrique rien, la charge variable est égale à 0. On est d'accord. C'est le graphique qu'on a vu au tout début. Donc la charge variable, ce n'est pas le plus gros problème qu'on rencontre. Par contre, j'ai un total de charge fixe de 60 800. Si je ne fabrique rien, ou si je vends trop peu, le montant de 60 800, lui, ne changera pas. Donc, vous sentez ça comme une priorité de devoir trouver assez de chiffre d'affaires, assez de ventes, pour couvrir ces charges fixes. Et puis, la charge variable, bien sûr, qui va accompagner votre niveau d'activité. C'est donc ça le cœur du problème. Et mettez-vous dans un coin de votre tête pour les 40 ans qui viennent. La charge fixe, c'est toujours l'ennemi. La charge fixe, on a toujours dans les entreprises cette mauvaise habitude, eh bien, de la faire apparaître. C'est de la surcharge pondérale. Quand les choses vont bien, on génère de la charge fixe. Ah oui, on vend de plus en plus, on est en pleine croissance, on est en stratégie de conquête, on va y aller franco. On engage du monde, on va avoir des voitures de fonction, etc., etc. Et puis, quand la période de crise arrive, la charge variable diminue, la charge fixe demeure, et les problèmes commencent, ou s'amplifient. Pour pouvoir regarder tout ça de plus près, eh bien, on montre quelque chose qu'on appelle le compte de résultat différentiel. L'autre nom, c'est compte de résultat par variabilité. Vous comprenez, des charges. Vous l'avez vu également dans les petites vidéos. L'objectif est ici, c'est de distinguer les charges variables d'un côté pour que l'on puisse calculer la marge qui va nous rester, c'est-à-dire la part de chiffre d'affaires qui nous reste, charge variable couverte, ce qui veut dire en fait la part de chiffre d'affaires restant disponible pour couvrir les charges fixes. Et puis, ça ne gâche rien, si jamais on en avait assez de ces marges sur coût variable, ça nous permettrait de dégager un peu de résultat bénéficiaire. Donc, ce petit compte de résultat, on va le tirer de ce qu'on a fait juste avant. On va partir de notre chiffre d'affaires, ici qui est une prévision. Notre prévision, ça serait de vendre 800 uneurs à un prix hors taxe de 149 €. Je répète bien hors taxe. Toujours pareil, en contrôle de gestion, la TVA pour nous, c'est quelque chose qui est inexistant. Donc, 800 ventes se traduit par 119 200 € de charge variable, de chiffre d'affaires, pardon. On en va enlever ça au montage. On va retrancher les charges variables, 5080, de manière à obtenir la marge sur coût variable, qui ici est de 69 120. Et on va voir ça tout de suite. 69 120, donc c'est la part de chiffre d'affaires qui me reste quand j'ai couvert les charges variables correspondant à mon activité. Je vais tout de suite voir si j'ai assez de marge sur coût variable pour pouvoir couvrir nos charges fixes, les fameux 60 800 que l'on vient de voir. Quand je fais la somme de quand je compare ma marge sur coût variable aux charges fixes, il me reste effectivement 8 320 de bénéfices. J'ai eu assez de marge sur coût variable, c'est-à-dire assez de chiffre d'affaires, donc ce qui veut dire aussi assez de ventes pour couvrir la charge fixe et me dégager un petit bénéfice. Voilà le compte de résultat différentiel. Très souvent, on l'accompagne de deux taux qui sont des taux remarquables.
si vous regardez les vidéos, là aussi, vous vous souvenez que je vous ai parlé du taux de charge variable et du taux de marge sur coût variable. Ces deux taux sont des constantes. C'est-à-dire que quel que soit votre niveau d'activité, si vous ne changez pas la manière dont vous faites les choses, ces deux taux n'ont aucune raison de changer. Le premier, c'est le taux de charge variable. Pour ceci, eh bien, je vais comparer le montant des charges variables au chiffre d'affaires. Alors, on peut se donner sous forme de pourcentage, si vous voulez que ce soit plus joli. Vous pouvez le laisser sous forme 0,42. Ici, le taux de charge variable est de 42%. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que chaque fois que vous avez 100 € de chiffre d'affaires, cela a demandé d'engager 42 € de charge variable. C'est les différents composants du Lunar, c'est la publicité produit, etc., etc. Et que vous ayez fait 100 000 €, 200 000 ou 300 000 € de chiffre d'affaires, ce pourcentage est une constante. Donc le calcul du taux de charge variable, c'est je prends les charges variables que je divise par le chiffre d'affaires. Deuxième taux remarquable, le taux de marge sur coût variable. Calcul très similaire. Pour ceci, je prendrai la valeur de la marge sur coût variable, je l'abrège ici en MCV, que je vais comparer au chiffre d'affaires réalisé. Notre marge sur coût variable, 69 120. Notre chiffre d'affaires, 119 200. J'ai alors une marge sur coût variable de 57,99%. 58%, pour faire simple. Ça veut dire aussi, en termes d'interprétation, que chaque fois qu'on a eu 100 € de chiffre d'affaires réalisé, il est resté presque 58 € de marge sur coût variable une fois les charges variables couvertes. Et au passage, vous remarquez que les deux taux sont complémentaires, c'est-à-dire que si j'en fais la somme, ils font forcément égal. Elle est forcément égale à 100%. Ce qui veut dire que si vous connaissez l'un des deux taux, vous connaissez forcément l'autre. Si je vous donne un taux de charge variable à 42%, vous savez que le taux de marge sur coût variable est forcément de 58%. Voilà pour ceci. Et donc, je vous répète bien, ces deux taux sont des constantes. Ne changent pas si vous ne modifiez pas la manière de fonctionner de l'entreprise. Allons calculer maintenant notre premier seuil de rentabilité. Enfin, pour une heure, j'entends. Les autres, vous avez eu le temps de vous occuper un peu d'eux. Alors, la formule classique du seuil de rentabilité, très souvent, nous permet de faire plein de choses. La formule classique, vous l'avez en vidéo, c'est de dire le seuil de rentabilité, eh bien, je l'obtiens en prenant les charges fixes de l'entreprise, du produit, ce que vous êtes en train d'analyser, multiplié par un montant de chiffre d'affaires connu, le tout étant divisé par la marge sur coût variable correspondant à ce chiffre d'affaires connu. Alors ça, c'est vraiment la formule qu'il faut que vous connaissiez d'une manière ou d'une autre. Vous la prenez par cœur, vous savez la retrouver, vous vous faites tatouer l'avant-bras, mais ça, vous en partez pour 40 ans de vie professionnelle, personnelle, etc. Constamment, c'est le mot qui revient, seuil de rentabilité. Ouais, j'y arrive, Hugo, bougez pas.
Alors, ça, vous pouvez utiliser une version longue. Le but aussi de cet exo, c'est de vous montrer qu'on a des fois des petits raccourcis qui nous permettent de gagner du temps. Je vous montre la chose suivante. Ouais, c'est souvent ce qui arrive, Hugo, de ne pas retrouver tout à fait les choses. On va y arriver. Alors, mon seuil de rentabilité, charge fixe fois chiffre d'affaires sur marge sur coût variable. Ça, c'est la version longue, qu'on a déjà pu utiliser dans des exercices que vous avez rencontrés. Mais si je regarde chiffre d'affaires, marge sur coût variable, ça ressemble furieusement à quelque chose que j'ai déjà vu il y a quelques secondes. Quand j'ai la marge sur coût variable et un chiffre d'affaires, eh bien, j'ai le taux de marge sur coût variable qui n'est pas loin. Ce qui fait que mon seuil de rentabilité, je peux lui donner une autre formule alternative. Je peux dire que si je l'ai déjà, eh bien, c'est charge fixe divisé par le taux de marge sur coût variable. Ce qui me permet de gagner du temps. Pas gagner du temps, ce qui me permet d'avancer un peu. Donc ici, je vais utiliser cette formule pour calculer mon seuil de rentabilité. J'ai besoin du montant des charges fixes, 60 800, que je vais diviser par le taux de marge sur coût variable, c'est-à-dire 57,99%. Ce qui me fait ici un seuil de rentabilité à 104 851,85. Alors certains me disent, ouais, mais est-ce qu'on est sûr que la formule marche? J'avais la première, etc. Ok. Je vous fais le calcul en prenant la formule traditionnelle, charge fixe, fois chiffre d'affaires, divisé par marge sur coût variable. Comme ça, on pourra voir qu'on a bien la même chose. Je vais donc prendre, pour cette vérification, 60 800 de charge fixe. Je multiplie tout ceci par le chiffre d'affaires connu, 119 200, et je le divise par la marge sur coût variable correspondant de 69 120. Ce qui vous donne, a priori, le même seuil de rentabilité, 104 851. Alors, vient se poser assez vite la question de ce montant, est-ce qu'on le garde dans l'état? Eh bien, ça, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos. Le problème, c'est que ce que vous me donnez là, c'est un chiffre qui est un résultat mathématique. Vous avez fait multiplier, diviser, des petites choses sympas. Mais ça, ce n'est pas une dimension économique, de gestion. Je vous rappelle que moi, à 1 heure, je le vends 149 €. Donc, par exemple, 85 centimes que je vois apparaître ici, moi, je le traduis en rien. Donc, je vais aller, moi, chercher le montant qui est le plus proche d'un multiple du prix. Et ici, c'est simple, pour faire mon calcul, je vais prendre le seuil calculé, divisé par le prix. Et vous voyez, j'ai un petit souci, c'est qu'en faisant ça, j'ai un résultat qui correspond à 703,7 uneurs. Le 0,7 uneurs, ça ne me renvoie à rien. C'est comme si vous me vendez 0,7 chaussures ou 0,7 stylos. Ça a une dimension un peu ridicule. Donc, je vais dire, eh bien, je vais, moi, me rapprocher du nombre de produits entiers supérieur le plus proche. 704 uneurs, moi, je trouve que c'est beaucoup plus présentable si je suis face à des investisseurs. Je leur dis, voilà, 704 uneurs, c'est le nombre de ventes qu'il faut que je fasse pour couvrir mes charges. Et là, ok, ça marche. Donc, sur la base de 704 uneurs à 149 €, mon seuil de rentabilité,
qui est en termes de gestion, hein, entendable, significatif, logique, c'est de dire c'est 104 896 euros. Donc, gardez bien ça en tête. Hein, vous êtes amené un jour à faire une présentation devant un quelconque décideur. Évitez de lui mettre des chiffres du type 104 851,85. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est du résultat, excusez-moi le terme, scolaire, mathématique. Mais ce n'est pas la vie, ça. Voilà. Par contre, bien sûr, un QCM, je vous demande de me calculer le truc, vous me mettez ça, ça va, quoi, évidemment. Mais ce n'est pas le but. Alors, je vais vous montrer aussi autre chose, parce que c'est le point important. Quelquefois, certains vont passer par les fameuses formules qui accompagnent le seuil de rentabilité. Je vous dis par exemple, au seuil de rentabilité, je peux avoir des choses comme montant de la marge hors coût variable est égal charge fixe. Effectivement, là, je ne fais pas de bénéfice. Ou j'ai quelque chose qui également peut être mis en avant, c'est de dire au seuil de rentabilité, mon résultat est égal à 0. Je ne fais ni perte ni gain. Ou encore, au seuil de rentabilité, j'ai un chiffre d'affaires, alors je mets un C à côté pour chiffre d'affaires critique, est égal pile aux charges variables plus les charges fixes. Et en fait, très souvent, les premières fois, on tombe dans le piège. Le piège, c'est de dire, ah ouais, d'accord, je prends le montant des charges fixes, et puis je prends le montant des charges variables qu'on me donne. Et bien là, c'est pas bon. Parce que ici, les charges variables qui apparaissent, c'est des charges variables qui apparaissent pour un niveau d'activité très précis. C'est pour 800 uneurs fabriqués et vendus. Et les charges variables, elles sont variables. Donc si vous fabriquez un peu plus ou un peu moins d'uneurs, eh ben, la charge variable, elle va changer. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de regarder pour pouvoir résoudre avec ceci, me dire, eh bien, mon chiffre d'affaires, c'est 149 euros fois, je vais appeler X, le nombre de produits vendus, qui serait égal à la charge variable correspondante, c'est-à-dire ici la charge variable pour un produit. Je suis à 50 080 pour 800 uneurs. Donc en divisant ces 50 080 par 800 uneurs, j'ai la charge variable pour un produit que je multiplie par X, le nombre de produits. Et je rajoute à cela la charge fixe. Et là, je suis dans ce cas particulier qui n'existe qu'au seuil de rentabilité où 149x, l'équation du chiffre d'affaires, est égale à l'équation du coût total, à savoir 50 080 divisé par 800 fois le nombre de produits, plus les charges fixes. Et là, normalement, ça marche. Vous devriez trouver 703,7 pour x si vous résolvez mon équation. Et est-ce que ça va, ceci, pour ceux qui se posaient peut-être la question de l'équation ne marche pas, je ne comprends pas. Pensez bien à se dire que la charge variable est avant tout variable. Ce n'est pas une constante. Et ça, si vous l'avez quelque part en tête, tout va bien se passer. Pas de quoi. Paul, merci. Bon. Je vais continuer. Les étapes suivantes, on aimerait bien savoir à quelle date on passe notre seuil de rentabilité. Dans le cours, je vous ai montré que pour pouvoir trouver la date
le franchissement du seuil de rentabilité, ce qu'on appelle également le point mort. Retenez bien ça, hein. Très souvent on utilise aussi le mot point mort pour parler de cette date. Eh bien, on considère que les ventes se font toujours au même rythme. Donc ça c'est pratique, mais ce n'est pas forcément utilisable aussi facilement lorsqu'on a de la saisonnalité. Ici, c'est le cas. Les ventes d'un trimestre à l'autre changent fortement. Donc, on va regarder ici quand est-ce que nos ventes vont arriver au niveau et dépasser le niveau du seuil de rentabilité. Seuil de rentabilité de 704 uneurs. Eh bien, je vais cumuler. Premier trimestre de mon exercice, je vends 361 heures. Donc, je suis à 360, on cumule. Ah ben, je ne suis pas encore, j'ai pas assez de ventes pour être au seuil de rentabilité. Je rajoute alors les ventes du deuxième trimestre, janvier à mars, 320 ventes. Cumulées, j'ai alors 680 produits. C'est mieux, mais je n'ai pas encore atteint le seuil de rentabilité. Ce n'est donc pas durant ce trimestre-là que je l'atteins. Je vais rajouter alors les ventes du troisième trimestre, 40, ce qui m'amène à 721 heures cumulées vendues. Eh bien, maintenant, j'ai dépassé mon seuil de rentabilité. C'est donc durant ce trimestre d'avril à juin que les ventes dépassent le seuil de rentabilité. Donc, j'atteins le seuil de rentabilité durant cette période. J'aimerais avoir quelque chose qui ressemble plus à une date que simplement un trimestre. Eh bien, voilà comment je vais poser les choses. J'ai besoin de rajouter 40 ventes à mon cumul pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc, en gros, j'ai 120 jours d'avril à juin qui permettent d'obtenir 40 ventes. Mais pour atteindre mon seuil de rentabilité, qui est à 704, moi, j'ai besoin de rajouter 24 produits. J'ai besoin de vendre 24 produits en plus pour passer de 680 à 704 produits vendus, seuil de rentabilité. Ce que je vais faire alors, je vais regarder ce que représentent ces 24 produits par rapport aux 40 ventes du trimestre d'avril à juin. En faisant ceci, eh bien, je peux dire que les ventes que je dois rajouter pour atteindre le seuil de rentabilité correspondent à 60% des ventes de ce trimestre. Si les ventes dans ce trimestre se font toujours au même rythme, que là, je me facilite la vie en disant c'est un trimestre, 30 jours par mois, 3 mois, j'ai donc 120 jours. J'ai besoin de 60% de l'activité de ces 120 jours. J'ai donc besoin de 72 jours du trimestre pour pouvoir atteindre le seuil de rentabilité. 72 jours, eh bien... Ah oui, 90 jours, oui, vous avez raison. Et pourquoi je dis ça en maman excusez-moi, je déraisonne complet. C'est 90 jours d'un trimestre. Merci beaucoup. J'ai besoin de 54 jours, pardon, pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc, avril, 30 jours, ça me fait quelque chose comme le raté de cellules. Voilà. C'est quelque chose aux alentours du 24 mai pour moi, ce seuil de rentabilité. Donc, je reprends parce que là, c'est toujours un peu le côté un peu délicat. Les ventes de ce troisième trimestre sont de 40 produits. Pour atteindre mon seuil de rentabilité, j'ai besoin de rajouter 24 ventes à mon cumul.
j'étais fin mars à 680 ventes, le seuil de rentabilité à 704, je rajoute 24. Je me pose alors la question, que représentent les ventes que je dois réaliser pour atteindre mon seuil de rentabilité par rapport à l'ensemble des ventes de ce trimestre d'avril à juin? 24 divisé par 40, je suis à 60%, 0,6. J'ai besoin de 60% des ventes du troisième trimestre pour atteindre le seuil de rentabilité. Je vais considérer, parce que ça c'est le seul moyen facile que j'ai pour m'en sortir, que les ventes du troisième trimestre se font toujours au même rythme. Donc si j'ai besoin de 60% des ventes du troisième trimestre, ça veut me dire que ça me prend 60% du temps disponible pour les ventes de ce même trimestre. Si je pars sur l'idée que ce trimestre est de 90 jours, 3 mois de 30 jours, eh bien 60% de 90 jours, c'est 54 jours dont j'ai besoin. Et 54 jours, ça m'amène aux alentours du 24 mai. Alors, petite précaution là aussi, parce que j'ai tellement vu ça que c'est à pleurer de rire. Alors, là, la précision faut être relatif. Je ne sais plus si je tombe plus sur 54. Ah mince, je tombe plus sur 54. Imaginez que vous soyez sur quelque chose comme 53,89. Pas de chance, on n'est pas sur un nombre de jours entier. Évitez de me faire un truc du type on a un client qui nous permettra d'atteindre le seuil de rentabilité. Il est attendu le 23 mai à 23h52 12 secondes. Et il suffit que le gars ait raté son taxi ou son bus et sera en retard. Donc, vous pouvez mettre quelque chose comme aux alentours du 24 mai et quelque chose comme fin mai est tout à fait entendable. Un partenaire, un financeur aura tendance à vous dire, vous êtes un petit rigolo, à me dire que c'est le 24 à 10h du matin qu'on va voir arriver le client. Et puis une vente en magasin à 23h, je suis d'accord avec vous, ça peut être compliqué. Les choses sont d'autant plus compliquées que là, dans mes calculs, j'ai pas tenu compte, par exemple, de ce qui peut être des jours de fermeture, des jours fériés, des périodes de vacances, des ceci, des cela. Donc, vous donnez une idée. Fin mai. Mais surtout, c'est l'appréciation qui va en être faite, qui est intéressante. L'appréciation que vous allez pouvoir en faire, c'est que là, notre entreprise, il y a quand même un petit problème qui se précise. C'est que vous attendez le mois de mai pour que votre activité devienne rentable. Vous êtes une entreprise de matériel de sport d'hiver. Donc, le gros de vos ventes, on peut sans doute l'imaginer, va se faire avant et pendant la saison. Mais si vous devez attendre le mois de mai, pourquoi pas le mois de juin d'ailleurs, pour vendre des Youner, en gros, vous attendez des ventes résiduelles en période estivale pour rendre rentable des produits qui sont censés être utilisés l'hiver. Là, vous pourrez tendance à dire, la situation est quand même risquée. Imaginez que là, j'ai des problèmes d'enneigement, que les clients commencent à se dire, je vais peut-être pas acheter au mois de mars un Youner alors qu'a priori, on n'a plus de neige sur les pistes. Donc la situation est un peu risquée. Mais ça, on le voyait depuis le début. 704 Youner nécessaires pour être au seuil de rentabilité quand vous prévoyez d'en vendre 800, ça veut dire que 7/8 de vos ventes ne servent qu'à couvrir vos charges fixes. Donc effectivement, moi, un créateur qui me présente ça, j'aurais tendance à dire, il va falloir retravailler les charges ou revoir vos prévisions de vente ou vos moyens de distribution, parce que là, c'est un peu tard. Quatrième question, et puis après, je vous laisserai tranquille parce que c'est celle qui est importante aussi pour moi, le levier opérationnel. Levier opérationnel,
ça vise à répondre à la question suivante. Si on a des ventes qui fluctuent, eh bien, qu'est-ce qui va se passer derrière pour notre bénéfice? Donc là, c'est donner un lien entre niveau de bénéfice et niveau de vente. Parce qu'effectivement, dans notre compte de résultat tout à l'heure, le résultat, vous avez vu, je ne l'ai pas donné en pourcentage de chiffre d'affaires. Simplement parce qu'il n'y a plus de proportionnalité directe. Les charges fixes sont passées par là. Le levier opérationnel eh bien, va tenter de relier les deux éléments. Et le calcul, c'est marge sur coût variable divisé par résultat qui va me le donner. Ah, oui, un indicateur très facile à calculer. Ici, mon compte de résultat me donne tout ce qu'il faut. Je vais aller chercher la marge sur coût variable à 69 120, le diviser par le résultat de 8 320, ce qui me fait un levier à 8,3. Je vais me l'arrondir, hein, allez, on dit Franco, 8,3. Et c'est surtout l'interprétation et l'usage qui est important. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là, vous avez en fait un multiplicateur. C'est jamais qu'une élasticité. Vous pouvez dire la chose suivante. Si les ventes augmentent de 1%, eh bien, alors, le résultat va augmenter de 8,3 fois 1%, c'est-à-dire 8,3% d'augmentation de votre résultat. Que je peux compléter pour le rendre plus impressionnant. Si les ventes augmentent de 10%, alors le résultat va augmenter de 83%. J'ai presque un doublement de mon résultat, de mon bénéfice, si je vends 10% de produits en plus. Là, vous comprenez pourquoi vos commerciaux, vous allez les motiver. Hein. Vous sortez le fouet s'il faut. Mais si vous augmentez le chiffre d'affaires de 10%, vous allez presque doubler, pas tout à fait, mais presque doubler votre bénéfice. Je dirais, mais, virgule, hélas, si les ventes baissent de 10%, le résultat, lui, va baisser de 83%. C'est-à-dire que 10% de baisse, vous perdez presque l'intégralité du bénéfice. Non, on me pose des questions, est-ce on peut dire qu'augmenter la production de 10% correspond à dire non. Là, il faut vraiment penser uniquement vente, chiffre d'affaires. Parce que la production, elle peut très bien être stockée. Donc derrière, ça ne nous change pas grand, ça nous impacte pas le levier opérationnel. Voilà ce que je voulais vous montrer. C'est surtout ça, c'est des points importants. C'est pas les seuls sur le chapitre. Hein. Vous en avez d'autres. Je modifie la structure, etc. Mais bien interpréter le levier opérationnel. Et c'est extrêmement fiable, ce levier opérationnel. Si vous ne modifiez pas la manière de fonctionner de l'entreprise, c'est plutôt très fiable. Vous pouvez vous amuser après à le modéliser par ailleurs, si vous voulez. Cette petite chose. Et comme je vois que je suis à 10h58, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Il faut que vous ayez soufflé 2 minutes pour ceux qui veulent aller suivre le cours qui suit derrière. Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, et puis à très bientôt.